être compliqué. Euh, Est-ce que tu veux qu'on passe à la ouais, présentation peut-être. Et suivante? si quelqu'un peut prendre la Max, suite. J'ai besoin. Maxime, ouais, tu peux? Oui, oui, je peux si je peux. Ouais. Eh ben, écoute, je veux bien parce que je te l'envoie du coup, Mathieu, par WeTransfer. Ouais, ok. Alors, tac, tac. Merde. Adapter à la galère. Est-ce que ça marche là? C'est bon. Voilà, c'est bon, Tu- vous avez le diapo en grand. Ça marche, ça marche. Excusez-moi, j'avais bloqué le son. Maxime, c'est bon, tu peux y aller et puis on s'adapte justement. Pas de Dans problème. l'urgence, il faut apprendre à s'adapter. Bonjour à tous. Tout d'abord, hein, merci Mathieu, merci Fernand de m'avoir invité à partager du coup un sujet, notamment sur les bed managers pour ce congrès virtuel aujourd'hui. Dans un premier point, j'aurais tendance à vouloir parler du bed management que des bed managers. Et en fait, c'est un sujet qui est vraiment assez vaste. Le bed management étant juste une des clés en fait, pour pouvoir gérer le flux des urgences. Et donc, du coup, j'aurais bien aimé sur ce sujet-là, en fait, commencer par comment gérer le flux des urgences pour ensuite terminer sur le bed management et l'unité de bed manager que nous avons mis en place, nous, au CHU de Poitiers. Donc, dans un premier point, la situation en France, c'est une situation qu'on connaît tous, avec une augmentation de la fréquentation des services d'urgence. On le voit d'année en année, on a une augmentation de l'ordre de 4%, je crois, de consultations par an, ce qui correspond, pour nos services, nous, Poitiers, c'est 50 000 consultations par an, donc ce qui correspond quand même à un chiffre assez important, en tout cas, de consultations aux urgences. Par ailleurs, et ça, on se rend tous compte, il y a une pénurie de lits d'aval. Alors, la pénurie de lits d'aval, souvent, elle est multifactorielle. Il y a d'un point de vue économique, une fermeture de lits, de moins en moins de lits sur les services hospitaliers. Il y a également pénurie de lits d'aval parce que c'est des lits qui vont être franchement très dépendants de la saisonnalité. Regardez l'été, l'été, on a souvent beaucoup plus de lits que l'hiver. Alors pourtant, il n'y a pas plus de fermeture de lits, il y en a même plus l'été souvent. Mais c'est que l'hiver, les patients sont plus lourds. Il y a le contexte épidémique, le contexte saisonnier, donc du coup, qui influe vraiment là-dessus, avec des séjours qui vont être beaucoup plus longs à l'hôpital et donc du coup des lits d'aval qui vont se retrouver un peu plus rares. On en vient à une définition qui va être du coup finalement la saturation des services d'urgence. Et la saturation, comme nos cousins anglo-saxons le disent, c'est ce qu'ils appellent eux l'overcrowding. Vous excuserez mon accent qui vient tout droit des Deux-Sèvres, mais qui en fait est la saturation qui survient lorsque le besoin en soins urgents dépasse les ressources de la structure d'urgence, de l'hôpital ou les deux. Et donc par cette définition, on comprend bien qu'il y a différents niveaux de difficultés qu'on peut rencontrer à l'hôpital, soit parce que, en fait, il y a un défaut d'organisation au sein de nos structures d'urgence, soit parce qu'il y a un défaut d'organisation au sein de l'établissement hospitalier dans lequel nous travaillons et qui fait que, du coup, on se retrouve saturé par manque de lits d'aval. Et également, par moment, ça peut être multifactoriel avec et l'un et l'autre. Je vais revenir assez rapidement sur ces différents points. Certaines études donc, nous montrent que la surcharge des services d'urgence est un facteur de non-qualité avec une morbimortalité qui va être supplémentaire et un allongement de la durée moyenne de séjour. Ça, c'est des études qui ont été faites un peu partout, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et en France. Notamment, il y a une étude française qui est assez récente qui montre que un patient, plus il va rester aux urgences, plus il va s'aggraver. C'est de l'ordre de 3% par heure passée aux urgences. Alors, vous imaginez bien que nos patients gériatriques qui restent une douzaine d'heures aux urgences, en fait, ils ont 36% de fois plus de chances de s'aggraver. Et donc, du coup, on va devoir les garder hospitalisés. Et puis, comme ils seront plus graves, on va devoir les garder hospitalisés et plus longtemps. Et donc, du coup, ce qui fait que le lit va être occupé. Et en gros, c'est un petit peu un cercle vicieux qui fait qu'on n'a plus de place d'hospitalisation derrière. L'autre chose, c'est que pas mal d'études ont montré ça aussi, qu'il y a une relation directe entre la surcharge des urgences et la surcharge de l'aval. Il est vrai que s'il n'y a pas de lit d'hospitalisation, en fait, les patients vont stagner aux urgences et on va se retrouver en fait, à être surchargé aux urgences, alors que finalement, des fois, il peut y avoir un flux qui est facilement gérable. C'était un petit peu ce qui avait été pas mal médiatisé avec les No Bed Challenge. Je crois qu'Angoulême avait pas mal joué là-dessus. Et puis, pas mal de services français. Mais voilà, absence de lit dans la structure. Qu'est-ce qu'on fait? Les patients qui stagnent aux urgences.
etc., etc. Si on doit un petit peu revenir sur la gestion du flux et la gestion du patient aux urgences, on va commencer par l'amont. L'amont, finalement, c'est régulation médicale, les centres 15, la PDSA, qui sont des maillons essentiels dans la gestion du flux des urgences. Finalement, c'est quoi? Le but, c'est à la régulation, on essaye d'avoir la régulation la plus précise possible, essayer de comprendre pourquoi est-ce que le patient nous appelle et est-ce que oui ou non, il y a un intérêt à le voir. Et puis finalement, en faisant de la régulation de qualité, on arrive à limiter un petit peu le nombre de passages aux urgences, mais finalement très peu. Ce qu'on arrive à limiter, c'est des patients qui sont plutôt des patients légers. C'est de la petite traumatologie, c'est du patient finalement qui, aux urgences, ne prendrait pas vraiment de temps. Et donc finalement, est-ce que l'amont seul suffirait à gérer ce problème de flux? Clairement, pas du tout, je pense. Ce sont des patients légers qui ne viennent pas aux urgences. Et donc, du coup, ces patients légers, ils ne prennent pas de temps de passage. Et surtout, ils occupent très peu de temps médical. Et donc, du coup, ce n'est pas ces patients-là, en tout cas, qui vont participer à la saturation du service d'urgence. Pour ce qui est de l'amont, je vais faire vraiment point par point, mais on peut revenir sur plusieurs choses, notamment l'organisation des structures d'urgence. Est-ce que la structure d'urgence est adaptée pour recevoir un flux de patients X ou Y, enfin, on va dire petit n plutôt. Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'il y a assez de box pour consulter? Est-ce qu'il y a la création de filières? Est-ce qu'il y a des médecins d'expérience? Est-ce que le tri est effectué de manière adéquate pour pouvoir justement séparer un petit peu le flux pour finalement un petit peu diviser pour mieux régner, on va dire ça comme ça. Il y avait d'autres choses qu'on peut discuter sur l'amont, c'est les IPA, donc les infirmiers de pratique avancée, dont la formation en tout cas les premières promos vont sortir cette année, qui ont, comme le disait M. Vargon ce matin, un bac+5, qui savent en fait prendre en charge pas mal de choses et surtout en fait savent faire de l'orientation de patients, savent faire du tri de patients, quelle que soit l'échelle de tri que nous utilisons. Donc ça peut être une des solutions dans l'amont. Création de filières, il y a pas mal d'études qui ont montré ça, qu'en fait c'était la création de filières qui permettait d'améliorer en fait le flux des urgences et de diminuer les DMS aux urgences. Exemple tout simple, je pense qu'on en a la plupart de nos services en ont, c'est des filières courtes. Les filières courtes chez nous, c'est 30 à 35% des passages aux urgences. Ça fait à peu près pour nous 50 patients, 50 à 60 patients jour. Et finalement, avec deux docteurs sur la journée, et ça suffit amplement à gérer tout ce flux de patients-là. Et donc finalement, ça permet de ne pas utiliser des box d'urgence et donc de les laisser libres pour des patients qui nécessitent d'avoir des soins longs. Donc finalement, on utilise, la création de filières, ça peut être un bon moyen. Il y a d'autres types de filières qu'on pourrait utiliser, que ce soit directement de la régulation, la filière des douleurs thoraciques pour les urgences cardio pour ceux qui en ont. Ça peut être de la filière UNV, notamment à Marseille, ils ont ça. Ils ont une filière UNV où ils peuvent faire des admissions directes dans des unités neurovasculaires dès le préhospitalier. En gros, tout ça permettrait de un petit peu séparer le flux des patients des urgences pour pouvoir améliorer leur prise en charge, en tout cas améliorer la DMS et leur temps de passage. Autre chose, accélération des examens. Beaucoup du temps, et je l'utilise après, j'ai piqué une slide de docteur revue, mais l'accélération des examens, c'est clairement les examens, on les attend aux urgences. C'est un patient, il est vu, il est évalué, il est examiné, ça nous prend peu de temps, on prescrit les examens complémentaires, ils sont pour l'examen de bio piqué, le scanner est demandé, mais alors le temps d'obtention des résultats, le temps d'avoir le scanner, parce que forcément, on n'est pas forcément le plus urgent de la journée, et donc du coup, ça, c'est un temps qui est vraiment qui pour nous aujourd'hui est incompressible et va allonger la durée de séjour du patient. Donc, comme on peut le voir là, c'était en Europe, Laben City, 25% du temps de passage aux urgences, c'est énorme. C'est énorme. Et nous, sur Poitiers, en tout cas, on a vraiment, on voit vraiment, en tout cas, les conséquences de l'attente de ces résultats. Si on doit prendre un autre exemple, quelle serait la solution finalement? La solution, ce serait éventuellement d'avoir un scanner dédié. Nous, on a un scanner dédié aux urgences, mais c'est aussi un scanner qui permet de faire les scanners urgents de tout le CH. Donc, les scanners urgents, c'est la réanimation, etc. Donc, forcément, on est parfois mis un peu de côté. Et du coup, on patiente. Bref, d'avoir, par exemple, de la biologie délocalisée, avoir un scanner dédié, c'est vrai que ça pourrait permettre d'améliorer, de diminuer la DMS. Et la dernière chose, c'était quid de l'architecture. Nous, en ce moment, on est en train de discuter de l'extension de notre service d'urgence, d'avoir un service d'urgence
plus grand, qui permettrait d'accueillir plus de patients, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le patient, quand on ne lui fait plus rien, on le met dans un couloir en attente. C'est difficile de discuter de l'architecture sans discuter d'une refonte de l'organisation des urgences. C'est-à-dire qu'augmenter, il y a des études qui l'ont montré, hein, augmenter le nombre de lits, quand c'est le bordel, eh ben, ça reste le bordel. Donc, vraiment, c'est important de rediscuter de ça en discutant justement de l'organisation et de refondre un petit peu les filières de soins dès l'arrivée du patient aux urgences pour permettre finalement d'améliorer la prise en charge des patients et d'accélérer un petit peu leur prise en charge. Donc ça, c'était l'overcrowding. Et puis enfin, on va passer sur l'aval. Et finalement, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus dans ce topo. L'aval, pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est une fois que le patient il a été examiné, il a eu ses bilans complémentaires, et surtout, une fois qu'on a enfin décidé de ce qu'on allait faire du patient, il reste la difficulté de trouver des lits. Alors, la difficulté de trouver des lits, vous allez dire, c'est très compliqué pour un médecin urgentiste. En fait, on passe plus de temps au téléphone que de temps au pied du malade, et ce qui est vrai, et ce qui rend le travail très pénible. Donc, finalement, cette difficulté pour trouver des lits, il y a une fausse idée qui est c'est à cause de l'organisation des urgences. C'est que si le service d'urgence était bien organisé, eh bien, il n'y aurait pas ce problème-là pour trouver des lits. Mais en fait, c'est faux. Le problème de trouver des lits, il est vraiment lié à l'établissement de santé et à son organisation. C'est si les urgentistes n'ont pas de lits, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu de prise en main de la direction pour justement essayer d'en libérer. Alors, il y a plusieurs tiroirs, hein, plusieurs leviers qu'on peut activer pour libérer des lits, notamment les sorties le matin. Il peut y avoir une prise en charge dans des unités polyvalentes, de médecine polyvalente. Il peut y avoir en tout cas la meilleure orientation des patients qu'on héberge dans des services autres. Donc je pense que ça, c'est clairement des leviers qu'on peut activer. Il y a plusieurs études qui retrouvent du coup un lien entre la saturation de services d'urgence et les services d'aval, c'est ce que je disais, et notamment une étude qui est assez intéressante qui dit que quand un hôpital est saturé est occupé à plus de 90%, c'est là où on retrouve une saturation au niveau des urgences, et que le chiffre idéal, ce serait entre 85 et 90% d'occupation de l'hôpital. Ça permettrait d'avoir des lits d'aval. Alors, d'un point de vue perso, je suis entièrement d'accord. Plus l'hôpital est vide, plus c'est facile de placer des patients. D'un point de vue direction d'hôpital et business, un hôpital qui a 15 lits dispo, c'est un hôpital qui va finalement perdre en efficacité et perdre en argent. Donc, concrètement, c'est vraiment quelque chose d'un peu complexe, je pense, et c'est quelque chose à réfléchir vraiment avec la direction, avec le CM. L'aval, donc il y a un lien direct, et ça c'est ce que je disais, on a une population en France qui est vieillissante, on a vraiment un lien direct entre le patient qui va être polypathologique, l'augmentation de la durée de son séjour aux urgences, et ainsi que le pronostic du patient, avec le patient qui s'aggrave de 3% toutes les heures. C'est-à-dire que le patient il est âgé, le patient il vient d'EHPAD, le patient il est polypathologique, donc il va avoir besoin d'examens complémentaires, il va avoir besoin éventuellement d'imagerie. Le patient va vouloir l'hospitaliser éventuellement dans une unité de gériatrie qui va être pavillonnaire, donc avec difficulté d'accès à certains examens, donc on va avoir tendance à vouloir le faire pour arranger aussi nos collègues de l'hospitalisation. Et donc du coup, on va se retrouver à avoir des patients qui vont rester beaucoup plus longtemps aux urgences, et finalement, comme ils vont rester plus longtemps, ils vont s'aggraver, et surtout, quand ils seront hospitalisés, ils vont rester plus longtemps. Enfin, en sortie des urgences, après 14 heures sur un brancard, en prime de son syndrome confusionnel, il a le droit à sa phlébite et à son escar, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Quelles sont les solutions? Donc, j'ai trouvé un papier qui était assez intéressant du professeur Carly en 2013. En fait, c'était une mission ministérielle où il devait essayer de lister un petit peu tous les leviers d'amélioration, en tout cas des services, pas que d'urgence, mais aussi des services hospitaliers au complet, pour justement accélérer la prise en charge de ces patients et répondre aux objectifs de l'OMS, qui était, pas de l'OMS, pardon, de la direction de l'offre de soins, là, qui était d'améliorer le parcours de soins du patient en accélérant sa prise en charge, en l'orientant au bon endroit, au bon moment, etc. Donc, dans ces solutions, il y avait la création de commissions d'admission et de soins non programmés. Donc, ça, en gros, ça permettait de mettre en place des mesures pour anticiper les situations de saturation de l'hôpital. En gros, ça concerne toutes les activités qui sont non programmées, et le but était d'éditer des règles pour choisir, des règles en fait pour choisir l'admission des patients, et des règles qui étaient non discutables par les services hospitaliers. Dans les autres plans d'action, il y avait le plan hôpital en tension. Donc ça, le plan hôpital en tension, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un petit peu l'arme de destruction massive des urgentistes. C'est de déclarer un hôpital en tension, de ne pas avoir de lit sur l'hôpital. Et donc, du coup, ça permet
de déprogrammer de manière assez massive les activités programmées sur le service, et donc, enfin sur l'hôpital, et donc d'avoir des lits. Donc ça, c'était une des choses. Autre chose, les consultations spécialisées non programmées qu'on pouvait développer. Pour exemple, nous, au CHU de Poitiers, on essaye, en tout cas, d'orienter les patients, par exemple, les douleurs dentaires. On essaye d'orienter les douleurs dentaires plutôt que de les orienter aux urgences, essayer de les orienter vers des cabinets de dentistes ou alors vers le service de dentiste qu'on a, nous, sur le CHU. Pareil pour les urgences ophtalmo, pareil pour les urgences cardio. En fait, essayer de séparer un petit peu le flux pour que le patient soit au bon endroit, au bon moment, et enlever un patient qui peut être lourd de la prise en charge des urgences générales. Structuration des pôles, ça faisait partie des leviers, c'est-à-dire intégrer le pôle des urgences dans un pôle médical de l'hôpital, et notamment un pôle médical qui pourrait, lui, libérer des lits, d'aval. C'est-à-dire, pour nous, les urgentistes, important, c'est le service de médecine interne, les services de médecine polyvalente et la gériatrie, éventuellement. Donc, peut-être intégrer les pôles d'urgence dans ces pôles médicaux pour justement permettre de libérer des lits, ou en tout cas que ces pôles-là de spécialité comprennent un petit peu la difficulté dans laquelle on se trouve et du coup jouent un peu le jeu. Incitation financière, ça j'en parlerai pas trop, mais ça faisait partie des leviers. La création de lits polyvalents, alors nous sur le CHU de Poitiers, on a ce qu'on appelle l'UHA, c'est une unité d'hébergement d'aval, unité d'hospitalisation, d'hébergement d'aval. En gros, c'est tous les patients qui nécessiteraient par exemple un lit en neurologie. S'il n'y a plus de place en neurologie, il va dans cette unité-là. C'est une unité purement d'hébergement qui est gérée à moitié par des urgentistes, à moitié par des internistes, et du coup avec des patients qui relèvent d'une responsabilité type neurologie, et le neurologue est informé des patients, en tout cas qui se trouvent dans ce service-là. Pour nous, c'est quand même 22 lits sur l'année, et ça permet en tout cas de bien fluidifier l'aval des urgences. Amélioration de l'accès au plateau technique. Donc ça, c'est vraiment très dépendant, c'est vraiment très dépendant de la bonne volonté des services, mais ça fait partie des leviers. Et enfin, et c'est finalement un petit peu l'objet de ce topo, c'est le bed management. Je vais vraiment séparer les bed managers du bed management, parce que c'est deux choses complètement différentes. Le bed manager, c'est le logisticien qui va s'occuper finalement de trouver des lits, de connaître la disponibilité des lits, etc. Alors que le bed management, c'est vraiment une politique de gestion des lits pour la totalité d'une structure hospitalière et pas seulement pour un service d'urgence. Et ça, c'est important. Donc le bed management, en gros, c'est quoi? C'est le boarding. Ce qu'on appelle le boarding, c'est l'attente de lit d'hospitalisation, et qui, pour nous, est la première cause de saturation des urgences. C'est quoi le boarding? C'est le patient qui a été vu, examiné, bilanté, on a les résultats des examens complémentaires, il est clôturé pour nous, le patient, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, et maintenant, il faut qu'il soit hospitalisé pour être surveillé ou pour poursuivre la prise en charge. Eh bien, dans ce cas-là, on l'oriente, et en attendant d'être dans un lit, c'est ce qu'on appelle le boarding, c'est l'attente. Et cette attente peut être plus ou moins prolongée en fonction des centres hospitaliers dans lesquels vous êtes, en fonction de la saturation de vos centres. Le bed management, il ne se limite pas au strict aval du service des urgences. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, ça ferait clairement des conflits avec les services de spécialité. C'est-à-dire que, oui, les bed managers, ils sont aux urgences, ils trouvent des lits pour les urgentistes, et puis ils les mettent dans un service, et puis par contre, les autres services, ça devient problématique. Je vais prendre un exemple tout bête, parce que nous, on a un petit peu ce souci-là dans notre hôpital, mais c'est par exemple le patient qui est vu en consultation en onco. Le patient, il est vu en consultation en onco, il y a une altération de son état général, il est ictérique, bref, il nécessite une hospitalisation. Eh bien, en fait, grâce au bed management, on pourrait faire en sorte que le médecin d'oncologie voit directement avec ce service-là, avec cette logistique-là, pour hospitaliser un patient dans un lit si lui-même n'en a pas dans son service. Et ça permettrait de fluidifier les choses, d'éviter un passage aux urgences, vraiment, là pour le coup, d'encombrer un lit aux urgences pour un patient qui nécessiterait plutôt d'être orienté dans un service d'hospitalisation plutôt que d'un service d'urgence, quand finalement il n'y a pas d'urgence. Donc c'est un petit peu ça. L'objectif, c'était optimisation de la disponibilité des lits dans tous les établissements pour les activités programmées et non programmées, c'est important, mais l'activité programmée également, et autorité et déléguée par la CME et par la direction de l'établissement. Il faut que ce soit vraiment un service qui est, en gros, qui décide sous l'autorité du CME et de la direction de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir à remettre en cause ou à remettre en question ce que propose le bed manager. Et ça, c'est vraiment important. Quand je parle de l'activité programmée, c'est également le bed management, c'est également connaître le fonctionnement du bloc opératoire et de l'ensemble du plateau technique pour connaître les disponibilités de chacun. Et ça, c'est vraiment important. Ça permet vraiment de fluidifier. Parce que, exemple, vous prenez un patient aux urgences que vous voulez opérer, si en fait c'est une intervention semi-urgente ou peu urgente,
et que sur les jours prochains, on a une visibilité sur le bloc et sur le bloc opératoire, il n'y a pas de place, ça ne sert à rien de garder ce patient hospitalisé. Si pendant 4 jours, on sait qu'on ne va pas pouvoir l'opérer, on ne le garde pas. Il rentre à la maison, il sera probablement mieux à la maison et on le rappelle quand ce monsieur il aura une place. C'est vraiment, en tout cas, ça fait vraiment partie du bed management. Et puis plus spécifiquement maintenant, on va parler des bed managers qui sont un petit peu ces professionnels en gros de la gestion du lit. Le bed manager doit avoir un rôle qui doit être légitime. Son rôle, il est vraiment dicté par le CME, par la CME, pardon, et par le directeur de l'établissement. Il doit avoir un rôle, je pense vraiment que ça c'est important, quel que soit le parcours du patient, que ce soit du programmé comme du non programmé. Il doit permettre de planifier des entrées directes. Je pense que dans l'idéal, il faudrait pouvoir de l'extérieur ou via un médecin d'une spécialité, d'un service de spécialité, pouvoir contacter le bed manager pour dire voilà, je voudrais prendre en charge ce patient-là, voilà la visibilité de mes lits sur les jours prochains, est-ce que tu pourrais organiser l'arrivée de ce patient-là? Est-ce que tu pourrais permettre à ce patient-là de venir directement dans ton service pour avoir ton avis spécialisé plutôt que de passer par les urgences où finalement, mis à part passer du temps avant l'orientation dans son lit, il n'y aura pas de gain à le faire passer aux urgences. Donc ça, c'est important. Et je pense, en tout cas, c'est ce que je vois, ça permet de planifier des entrées, ça permet d'anticiper les besoins en lit en fonction de l'activité des urgences. Et ça, c'est hyper important. Comme je disais tout à l'heure, c'était l'exemple type du patient chirurgical. C'est voilà, en fonction de l'activité, comment est-ce que le patient fait venir. Maintenant, plus spécifiquement sur le CHU de Poitiers, parce que nous, on a mis en place ça en 2015. Juste pour rappel, Poitiers, rien que le CHU, c'est 50 000 passages aux urgences par an avec 27% d'hospitalisation. Ça reste dans les chiffres français, on ressemble à peu près à tous les centres hospitaliers de France, 27% d'hospitalisation. Par contre, on est un des premiers départements à être organisé en GHT, groupement des hôpitaux territoriaux. En gros, nous, on a 4 centres hospitaliers sur la Vienne, c'est Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon, et qui réalisent à eux 90 000 passages par an, environ 90 000 passages par an. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà le département et voilà comment sont répartis nos centres hospitaliers. Les centres hospitaliers qui sont au nord et au sud, Montmorillon, Loudun, c'est des centres vraiment qui sont éloignés, c'est 3/4 d'heure, 1 heure de Poitiers, et surtout, en fait, ils sont très éloignés d'autres centres de référence, notamment Montmorillon, c'est le seul centre hospitalier qui est entre Poitiers et Limoges. Poitiers-Limoges, c'est 2 heures de route. Donc, c'est vraiment le genre de centre qu'on ne peut pas perdre, qu'il ne faut pas fermer parce qu'il y a un besoin, en tout cas, il y a la population qui a besoin de ce centre hospitalier-là. C'est le seul centre qu'ils ont en premier recours. Et pour prendre un autre exemple, dans le secteur de Montmorillon, par exemple, il y a 2 ans, 12 médecins généralistes qui sont partis en retraite non remplacés. Donc, vous imaginez bien qu'on a eu un rebond de consultation dans ce centre hospitalier-là. Et en tout cas, c'est des centres qu'il faut faire vivre. L'autre chose, c'est que c'est 90 000 passages, une équipe d'urgentistes qui est basée sur le CHU de Poitiers et qui fait à 20% du temps clinique sur un des 3 autres centres. C'est-à-dire 80% sur Poitiers et 20% Montmorillon, Châtellerault ou Loudun. Et ça, c'est important, c'est hyper important parce que pour les services hospitaliers, que ce soit les services hospitaliers du CHU ou alors des hôpitaux périphériques, en fait, on est exactement les mêmes médecins aux urgences. Donc, en fait, ce dont on n'a pas de mal, par exemple, pour hospitaliser en réa depuis Poitiers, eh bien, en fait, quand vous êtes à Montmorillon ou Loudun, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir le réanimateur au téléphone, le service de réanimation, il est sur Poitiers, et le réanimateur, il sait à qui il s'adresse, parce qu'il a l'habitude de travailler avec nous. Et donc, du coup, ça permet vraiment de fluidifier, en tout cas, les prises de décision, en tout cas, de fluidifier le devenir des patients. Donc, ça, c'est vraiment un point que je voulais préciser. Donc, pour le bed management, chez nous, il a été mis en place en 2015, en même temps, en fait, que la création de lits dédiés pour les urgences. C'est une cellule de gestion qui se trouve à proximité des urgences. C'est au niveau de notre Cliport. Ils ont un bureau. Je vous montrerai des photos. Vous avez des photos juste après pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, une cellule de gestion qui va être à proximité des urgences et qui a une visibilité sur la totalité des lits de la structure. Aujourd'hui, de la structure du CHU, pas encore de la structure du GHT. Après, on en rediscutera pour demain. Mais voilà ce dont on dispose aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait partie, ça ressemble un petit peu à ça, notre cellule de gestion. Donc, vous avez plusieurs écrans comme ça. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, on en a 12. On a 12 grands écrans comme ça, chacun divisé en 4, avec chaque quart d'écran, ça représente un service. Et donc là, vous pouvez voir que on a la neuro, on a la néphro, on a la viscérale, etc. En fait, on a accès à la totalité des services du CHU de Poitiers. Et après, vous avez, là j'ai zoomé un petit peu, mais vous avez un code couleur, en gros, pour voir est-ce que les lits sont pris, est-ce que les lits sont vides.
Ce qui est en vert, c'est un lit qui est occupé. Ce qui est en blanc, c'est un lit qui est vide. Ce qui est en vert et jaune, c'est un lit qui aujourd'hui est occupé, mais on a une date de sortie de ce patient-là. Et en marron, je crois que c'est un lit qui est vide, mais le ménage n'a pas encore été fait. En gros, ça permet d'activer la cellule ménage pour justement essayer de libérer le lit au plus vite. Et donc, nos bed managers, ils ont vraiment… Bon, c'est un petit use de discussion. Bah, je dis nos bed managers. Les bed managers, ils ont vraiment un accès sur la totalité des services de l'hôpital. Et en fait, quand nous, depuis les urgences, on va orienter un patient, eh bien, eux, ils vont se référer au service, voir s'il y a de la place ou s'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, essayer de trouver quelque chose de logique pour héberger le patient, quelque chose qui soit cohérent. C'est-à-dire qu'un patient qui vient pour de la viscérale, s'il n'y a pas de place en viscérale, on peut éventuellement le mettre en gastro. Ce n'est pas illogique. Un patient qui vient pour de la gériatrie, s'il n'y a pas de place en gériatrie, on peut éventuellement le mettre en médecine interne. C'est quelque chose de logique. En tout cas, on essaye de faire des rapprochements comme ça. Comme on est tous docteurs et qu'on aime bien les chiffres, pour montrer un petit peu l'efficacité, entre 2014 où ça n'avait pas été mis en place et 2015, eh bien, en fait, on a clairement un gain qui est de l'ordre d'1h30 entre finalement le moment de temps de passage aux urgences. C'est-à-dire que, quelle que soit la période, on a 1h20, 1h25 d'attente aux urgences. Et en fait, ce qui est important à noter, c'est le temps entre la prise en charge médicale et l'orientation. C'est-à-dire, c'est le temps entre le moment où on a vu le patient et le moment où en fait le lit est dispo. On a trouvé le lit de ce patient-là. Avant, on était sur 3h10. Aujourd'hui, on est sur 1h47. Et 1h47, ça inclut quoi? Ça inclut l'examen clinique, les examens complémentaires plus ou moins, et surtout trouver un lit d'hospitalisation. Et donc, du coup, finalement, c'est hyper simple. On gagne 1h30 et c'est non négligeable sur des services qui sont, je le répète, saturés. La mise en place, donc ça a été fait bien sûr en 2015, en même temps que la création de l'idée dédiée aux urgences, mise en place par le PCME, par la direction. Et là où c'est hyper important, parce que vous allez tous me dire, mais pour demander le lit, comment est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'appeler le spécialiste? En fait, non, c'est tout l'intérêt. C'est qu'on n'appelle pas le spécialiste, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire que le médecin urgentiste, il est médecin comme les autres, il pense que ce patient-là, il faut l'hospitaliser, et en fait, il l'oriente, il l'hospitalise. Si jamais il a fait une connerie et qu'il ne fallait pas, c'est toujours plus facile de faire sortir un patient, en tout cas depuis un service hospitalier. Donc en fait, ils sont capables de les faire sortir, ces patients-là. Donc le but, c'est de ne pas avoir à négocier. C'est la négociation qui nous fait perdre du temps. On est tous docteurs dans cet hôpital, on se fait confiance, on travaille ensemble. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, quand il y a quelque chose qui a été mal fait, on en discute, on rectifie. Mais il n'empêche qu'on n'a pas… On est des docteurs. Enfin, on a été formés à être docteurs, on est des médecins, on est là pour faire de la médecine, on n'est pas là pour faire du standardisme, quoi. On n'est pas là pour répondre au téléphone, on n'est pas là pour essayer de chercher des places. Nous, le temps qu'on passe à chercher des places, c'est du temps qu'on ne passe pas au lit du malade. Et nous, on est là pour faire de la médecine. Sinon, on ne ferait pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de médecins urgentistes qui sont un petit peu excédés, en tout cas un petit peu fatigués du métier, parce que je pense que passer des heures à négocier, c'est quelque chose d'épuisant. Et puis même personnellement, c'est difficile c'est pas valorisant. C'est pas valorisant de devoir expliquer à un de tes collègues qui est docteur comme toi pourquoi tu veux garder ce patient et d'entendre dire, en fait non, je suis pas d'accord. Donc clairement, je pense que vraiment la clé du succès, en tout cas du bed management et des bed managers, c'est le fait de ne pas avoir à négocier. Je mets quelques exceptions, évidemment. La réanimation, les soins continus, la cardio. Mais ça, c'est pour une raison évidente. La réanimation, c'est vraiment un avis spécialisé pour un patient, pour des places qui sont très limitées. Il faut vraiment que le patient il soit éligible à de la réanimation. Donc, évidemment, ça, c'est pas discutable. Il faut en discuter. Mais pour tout ce qui est des services hospitaliers standards, je pense que, en tout cas, la clé du succès n'est pas dans la négociation et dans la discussion peut-être, mais pas dans la négociation. Les évolutions qu'on pourrait, et je finirai là-dessus, les évolutions qu'on pourrait en tout cas apporter, ce serait donc pour nous l'utilisation de cette cellule sur l'ensemble des sites du GHT. Donc on a deux petits services qui sont Loudun et Montmorillon. On a juste un service de médecine associé au service d'urgence. On a un plus gros hôpital qui est le centre hospitalier du Nord-Vienne avec Châtellerault, où là il y a des services de spécialité, il y a de la médecine interne, il y a de la chirurgie. Et eux, par contre, sont encore à négocier leur place. Et je pense qu'on pourrait en tout cas étendre cette cellule de gestion jusqu'à ces centres-là, justement pour nous apporter une aide dans la recherche de place. Je pense qu'on pourrait peut-être un peu plus aider les services hospitaliers à trouver un lit sans passage par les urgences. On est en train aujourd'hui de mettre en place des filières avec mes collègues, notamment pour l'oncologie, où le patient qui vient en consultation, ou alors le patient qui est rappelé chez lui après obtention d'une biologie demandée par l'oncologue, il a la biologie 2 jours après, le patient il a 7 grammes d'hémoglobine, clairement il a 7 grammes d'hémoglobine depuis 5 jours, mais l'oncologue dit écoutez, je vous rappelle, j'ai votre résultat de bilan, allez aux urgences et puis ils vous feront la transfusion. Clairement,
la transfusion elle n'est pas urgente, ça encombre un service d'urgence et notamment un lit-porte pour rien, alors que ça aurait pu être très bien organisé pour le lendemain. Donc nous, concrètement, on est en train de monter des protocoles pour justement aider les oncologues à trouver des lits chez eux ou pas chez eux d'hébergement pour justement fluidifier et limiter le passage aux urgences de ces patients-là, sachant qu'on sait tous très bien qu'aux urgences, ils vont s'abîmer, ils vont se fatiguer. Je pense aussi que le service de bed manager qu'on a mis en place ici, en tout cas, permet de cibler les patients hébergés. C'est-à-dire que c'est facile d'hospitaliser un patient pour la neuro alors qu'il n'y a pas de place en neuro. Là où c'est hyper intéressant, c'est justement de pouvoir lister, et c'est ce que font les bed managers, les patients hébergés et de transmettre au service responsable des patients où est-ce que sont hospitalisés les patients qui relèvent de leur UF, en tout cas de leur responsabilité, et où est-ce qu'ils peuvent aller les voir. Tout simplement, le but, c'est qu'ils ne découvrent pas 3 jours après qu'ils ont un malade pour la neuro qui se retrouve peu importe, en néphro, et surtout de gagner en temps de durée de séjour, parce qu'un patient qui reste 2 jours dans un lit sans avoir son ALISP, c'est un patient qui reste 2 jours dans un lit peut-être pour rien, et donc du coup, ça permet de raccourcir encore la DMS de ces patients-là. Et je vous remercie. Merci Maxime, tu as été rapide et complet. Parce que du coup, on a pris pas mal de retard. C'est ça. Alors, je regarde effectivement, il y a pas mal de félicitations sur la manière dont vous avez mis en place depuis 2015 ce bed management. Et du coup, effectivement, ce que je retiens, c'est que finalement, au départ, il y a quand même une politique partagée en fait dans l'établissement. Parce que le problème, c'est effectivement de faire accepter par la direction de l'intérêt de cet outil, parce que d'avoir l'outil mais de ne pas avoir la politique qui va avec, effectivement, ça pose problème. Et chose que… Alors, ce qui est difficile parfois, c'est que du coup, effectivement, ce qui nous est souvent dit dans les centres hospitaliers non universitaires, c'est le fait de ne pas avoir moins de lits, en fait, et aussi moins de personnel médical, parce que il y a plus d'internes effectivement au CHU, etc. Tout ça, et que quand tu as des patients qui sont un petit peu mis dans d'autres services et qu'il faut aller voir, nous, on nous reproche souvent cette difficulté d'aller les voir ailleurs. Et donc, ce manque de temps, effectivement, est difficile pour nos amis, les spécialistes de l'étage. Donc, je voulais te demander aussi, est-ce que dans votre établissement, vous avez travaillé au départ, avant de mettre en place ça, pour garder des lits pour les urgences, le BJML, que maintenant on nous demande de mettre dans nos outils justement pour savoir le nombre de lits nécessaires par ce que les urgentistes auraient besoin comme lit dans l'établissement. Est-ce qu'au départ, ça avait été travaillé ou pas? Alors, je ne suis pas persuadé, alors moi, je n'étais pas là au départ, mais je ne suis pas persuadé que ça avait été mis en place, en tout cas, je pense que ce qui était ressorti, c'était le nombre de patients qu'on hospitalisait, et du coup, ça donnait un petit peu les besoins en lit. Il faut savoir qu'on va me dire, oui, mais les urgences, c'est tout l'intérêt d'un service à activité non programmée, c'est que du coup, on ne peut pas savoir d'un jour à l'autre. En fait, c'est faux. L'activité des urgences, c'est clairement une activité qui se ressemble d'année en année, de jour en jour. On voit tous qu'on a un pic d'activité le lundi, on a tous un pic d'activité le vendredi. Et clairement, c'est une activité qui, même si elle n'est pas programmée, n'est pas imprévisible. C'est une activité qui est clairement prévisible. Donc, on a des besoins journaliers en lit qui vont être de l'ordre de temps. Après, est-ce que vraiment ça avait été calculé? Je ne sais pas si vraiment ça a été calculé, mais M. Limoz me le dira, je pense. Alors, effectivement, l'idée, c'est ce que tu as dit, c'est que globalement, en nombre, les hospitalisations, elles sont assez répétitives dans le temps, et donc on arrive facilement à le modéliser. Et à l'époque, ce qui avait été dit, c'est qu'il ne fallait pas pénaliser les services, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que trop de lits dans les services nous soient réservés, parce que sinon, il y aurait des lits qui ne seraient pas occupés, et pour l'hôpital, ce n'est pas bon. Et puis, d'un autre côté, il fallait qu'il y en ait quand même suffisamment pour qu'on puisse mettre un maximum de patients dans la bonne spécialité, pour éviter donc les hébergements, donc des patients pas dans le bon lit. Et donc, en fait, ce qui avait été choisi, c'est 80%. Donc, il fallait répondre à 80%. Donc, ça définit un nombre de lits par service. Donc, on a défini qu'il fallait 3 lits en orthopédie, 3 lits en neuro, 6 lits en gériatrie. Bref, il y a comme ça un nombre de lits qui a été défini. Et puis, pour compléter les 20% qui manquent, c'est-à-dire la variabilité journalière entre les spécialités, on a créé ce qu'on appelle l'UHA, qui est une unité d'hospitalisation d'aval, qui est en fait une unité qui est gérée par les internistes, mais aussi avec la participation des urgentistes, dans lequel, en fait, les patients vont être déversés dès lors qu'il n'y a plus de place dans la bonne spécialité,
avec comme idée qu'ils vont avoir une DMS très courte, moins de 48 heures. Ces patients sont sous la responsabilité de la spécialité concernée et la mission de la spécialité concernée, c'est de récupérer ce patient dans ses lits le plus vite possible. Ce qui fait qu'au total, normalement, à l'époque où ça avait été dimensionné, c'était parfait. Bon, aujourd'hui, on est confronté à deux problèmes, comme partout, hein, c'est-à-dire réduction du nombre de lits, ce qui fait que les services ont de plus en plus de mal à nous donner tous les jours les lits dédiés, ce qu'on appelle ça les lits dédiés, donc les lits pour les urgences, ce qui fait que de temps en temps, ça bloque. Lorsqu'on a des pics d'activité, on peut arriver effectivement à ce que ça bloque. Mais sinon, voilà, il est assez facile de le calculer avec une approche qui est simple et validée. Et ceux qui mettent en place aujourd'hui ce système-là utilisent un peu notre recette et, a priori, d'après ce que j'ai entendu, avec des résultats intéressants, quoi. Ok, merci. Et puis, donc, il y a une question qui était, est-ce que c'est un médecin urgentiste, un vieux médecin ou un interniste qui fait le bed manager? Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a bien répondu que c'était des secrétaires ou soignants qui sont reclassés. En fait, c'est des logisticiens. Voilà. Et puis, d'autre part, c'était, est-ce que c'est le même fonctionnement qu'à Nantes avec la cellule d'ordonnancement? Et je pense que ça doit être un peu pareil, non? Alors, je ne crois pas du tout. Monsieur Imoz, il veut dire quelque chose. Alors, à Nantes, c'est pas du tout. À Nantes, ils ont carrément créé un service pour les urgences. Donc, je crois qu'ils ont 120 lits, quelque chose comme ça, d'hospitalisation d'aval. Donc, globalement, tous les patients non programmés, quasiment, vont dans cette unité-là, ce qui n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est que l'urgentiste fasse du travail d'urgence. Donc, l'urgentiste, son travail s'arrête dès lors. Alors, il y a quelques médecins qui vont donner un coup de main en UHA, mais vraiment pour le post-op, on va dire, pas pour le post-urgence immédiat, mais vraiment, c'est indépendant. Là, c'est vraiment avant tout des gens qui ont cette fonction de logisticien, qui ont des bases de logisticiens ou qu'on a formés si c'est du reclassement. C'est pas du tout des docteurs, hein. Et vraiment, l'urgentiste n'est pas impliqué dans l'aval, hein. Nantes, il gère vraiment l'aval. Nous, c'est pas le cas. Non, mais c'était, oui, sur le cellule d'ordonnancement, en fait, de Nantes. Pas forcément les services, mais je ne sais pas si c'est pareil. Non, parce que si tu veux, ils n'ont pas comme nous, nous, on a vraiment la situation des lits en temps réel, on a la libération des lits en temps réel, et donc, si tu veux, l'urgentiste prescrit son transfert dans son dossier médical, donc dans les urgences, il oriente son patient, ça arrive directement à la cellule, qui elle-même, donc il n'y a quasiment pas de lien, il y a juste une transmission médicale lorsqu'elle est justifiée de médecin à médecin, et puis transmission paramédicale d'infirmière à infirmière, mais c'est vraiment, voilà, ça se fait automatiquement, quoi, si tu veux. Ok, très bien. Et donc, il y avait une question aussi sur le fait que je pense qu'on va prendre la dernière question, c'est est-ce que c'est mono-séjour? Je pense que c'est par rapport à l'UHH, votre UHA, la question, mais